très beau parcours et on est très heureux de vous entendre parler peut-être d'une partie de votre projet, peut-être pas, je ne sais pas, en tout cas sur la question des genres dans les dialogues de Platon. Merci à vous, Pauline. N'oubliez pas d'enregistrer quand vous voulez. Voilà, je viens de commencer l'enregistrement. Alors attendez, parce qu'il y a pas mal de techniques dans l'affaire, donc on va espérer que ça se passe bien. Donc merci de me donner l'occasion de présenter mon projet. Effectivement. Alors c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Je vais essayer d'expliquer les grandes lignes de mon projet, ce que je vais essayer de faire au cours de ces 2 ans à l'ULB. Et alors attendez que je revienne sur la bonne case. Est-ce que là... Ouais, voilà. Donc en un sens, en fait, on peut dire que mon projet, ça se résume à un mot, un terme, et que ça va tourner autour de ça. Donc génos, pluriel géné en grec. Alors comme souvent en grec, c'est un terme un petit peu compliqué parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et c'est bien l'un des problèmes parce que Platon, dans les dialogues, quand il parle de génos ou de géné, il ne nous explique pas exactement ce qu'il veut dire par là. Alors pour l'instant, moi je vais traduire simplement par genre en français ou par kind en anglais, donc on va partir avec ça. Donc, mon projet est assez simple en fait. Il s'agit d'essayer de produire une explication systématique de ce qu'est un génos pour Platon. Alors pourquoi systématique ? Systématique parce que je vais expliquer mieux après, parce qu'il s'agira d'essayer non pas de s'intéresser au genre dans un dialogue en particulier, mais au contraire d'avoir une espèce de vue d'ensemble dans l'ensemble des dialogues, même si on va voir que ça c'est à préciser. Et également, comme je l'ai mentionné, donc ce terme génos, il a plusieurs usages, des usages, si je peux dire, très techniques dont je vais parler aujourd'hui, et d'autres usages beaucoup plus simples. Et il va quand même s'agir à un moment d'essayer de comprendre ce qui unit ces usages par-delà leur disparité. Alors on pourrait se demander bien sûr pourquoi faire cela, pourquoi s'intéresser à ça. Alors une réponse très simple serait de dire parce que ça n'a pas encore été fait. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant et il y a plus, j'espère en tout cas, dans mon projet. Et notamment ce qu'il y a derrière mon projet, c'est une question ou un problème. Et ce problème concerne la relation entre l'édos et le génos chez Platon. Alors, eidos en grec, ça peut vouloir dire espèce, et quand on pense genre, on dit, ah tiens, c'est genre, espèce, quelque chose comme ça marche bien. Mais en fait, eidos ou les aidés chez Platon, c'est avant tout les formes, donc les formes platoniciennes. Et la question derrière mon projet, c'est celle de la relation entre ce que j'ai appelé les genres ici et les formes. Alors, pourquoi ? Je vais prendre ici l'exemple d'un dialogue sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment durant ma thèse. Alors, je ne suis pas la seule ici, mais le sophiste. Et donc, dans le sophiste, Platon identifie ce qu'il appelle 5 genres, et il dit même que ce sont des grands genres, des megistagénés. Et ces 5 grands genres sont l'être, le mouvement, le repos, le même et l'autre. Et la question est de savoir pourquoi Platon dit de ces 5 choses que je viens de nommer que ce sont des genres et non pas des formes. Alors que dans d'autres dialogues, on retrouve certaines de ces 5 genres que je viens de nommer, par exemple le mouvement et le repos dans le Parménide, qui sont clairement identifiés comme des formes. Donc quelle différence y a-t-il entre une forme et un genre qui fait qu'on a ce changement dans la terminologie? Alors, cette question, elle prend son importance dans le contexte d'une question plus large, qui est celle de la théorie des formes chez Platon, et plus précisément de la question d'une potentielle évolution de cette théorie. Donc, est-ce qu'on trouve chez Platon quelque chose comme une première théorie des formes et une théorie des formes modifiée ou corrigée
De la même manière que chez d'autres philosophes, par exemple chez Russell, on peut parler du early Russell et du late Russell. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable? Et cette question se pose particulièrement à propos des genres, car quand on regarde comment les genres, par exemple les genres du sophiste fonctionnent dans les dialogues, ils sont associés à un certain nombre d'autres éléments dans ces dialogues à propos desquels il n'est pas immédiatement clair s'il s'agit d'une modification de la théorie des formes ou non. Donc par exemple, pour reprendre le sophiste, les genres sont associés à ce qu'on appelle la communauté des genres, donc la koinonia ton genon, donc la capacité qu'ont ces genres de se mélanger les uns avec les autres. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, il y a une ligne dans la République qui fait référence à ça, mais qui pourrait sembler être en conflit avec d'autres attributs des formes qu'on trouve habituellement. Par exemple, le fait que ces formes soient censées être unitaires et non composées. Si elles sont unitaires et non composées, comment est-ce qu'elles peuvent se mélanger les unes avec les autres? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Et de la même façon, ces genres sont souvent associés à la méthode de la division, méthode qui consiste à identifier la nature d'un objet à l'aide de divisions successives, et ce qui pose la question de la relation entre cette méthode et les autres méthodes platoniciennes ou la dialectique en général. Et là également, on retrouve les mêmes problèmes. Puisque s'il s'agit à toute fin des formes, là aussi les formes sont censées être indivisibles, donc il pourrait y avoir une tension, ou en tout cas c'est comme ça que l'ont compris les interprètes. Donc poser la question de la nature des genres chez Platon, c'est donc d'abord et avant tout s'interroger sur la relation entre les genres et les formes pour savoir, donc je pense que j'ai un joli, voilà, c'est ça. C'est pour savoir si on parle là, en fait, juste deux termes différents, mais qui désignent la même chose, ou bien si ces genres sont quelque chose d'autre que les formes, et le cas échéant, s'ils sont compatibles avec elles, ou s'ils sont destinés à les remplacer. Donc du coup, voilà, la question principale de mon projet peut être formulée ainsi. Que sont les genres chez Platon et quelle est leur relation aux formes? Alors comment je vais m'y prendre pour essayer de traiter cette question? Alors le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment possible de traiter cette question de front, de l'aborder de front. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent, mais déjà, on ne peut pas vraiment faire comme si on avait une vision claire et non disputée de ce qu'est la théorie des formes et qu'on pourrait simplement avoir un modèle qu'on comparerait. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a déjà un certain nombre de désaccords sur la théorie des formes elle-même, donc on ne sait même pas finalement à la fin, j'exagère, mais ce qu'on compare. Et c'est pareil, si on dit simplement on va lister toutes les catégories, les attributs des formes, par exemple, et les comparer à celles des genres, ça ne fonctionne pas non plus, ça ne nous apprend pas grand-chose. Donc du coup, moi, je vais faire un petit peu autrement. Et pour aborder cette question principale, je vais en fait en poser une seconde. Voilà. Et je vais me demander qu'est-ce qui motive l'introduction de cette distinction chez Platon. Donc, je vais supposer qu'il y a une différence, s'il y a une différence entre forme et genre chez Platon, cette différence doit être motivée, c'est-à-dire il doit y avoir une raison pour cette introduction, elle doit servir à quelque chose. Alors ça paraît jusque-là relativement intuitif. Là où c'est peut-être pas intuitif, et là c'est vraiment un présupposé de ma part, mais je vais m'en expliquer. Je vais prendre pour point de départ le présupposé que cette raison ou cette motivation n'est pas d'abord à chercher dans la métaphysique platonicienne, que ce qui amène la question des genres, ce ne serait pas d'abord un problème de métaphysique, mais d'abord quelque chose qui se passe autour de la recherche de la définition dans les dialogues de Platon. Donc, c'est-à-dire du côté
de la fameuse question TST. Alors la question qu'est-ce que chez Platon, on en trouve plein, hein, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que la piété, etc. Voilà, donc pour le dire autrement, je vais poser, sans le démontrer, hein, mais un peu comme présupposé de départ, que ce n'est pas d'abord un problème métaphysique qui est à l'origine de cette distinction, mais un problème qui concerne ce qu'il faut faire pour trouver la réponse à cette fameuse question qui joue un rôle central dans les dialogues, la question TST. Alors pourquoi ce présupposé, qu'est-ce qui le justifie? C'est une thèse qu'on retrouve chez Aristote en partie et aussi chez certains commentateurs modernes sur la théorie des formes ou, on pourrait le dire autrement aussi, l'essentialisme platonicien. Et ces gens-là, donc on trouve cette idée chez Aristote et on trouve ça chez certains commentateurs, pensent que ce qui est au fondement de la théorie des formes, c'est précisément la question TST. Donc, c'est-à-dire que la théorie des formes se développe à partir de ça. Donc, c'est l'idée qu'au fondement de la théorie des formes, il y a l'importance de cette question et des exigences posées par Platon pour y répondre, et que c'est ça qui nous amène aux formes. Donc, si cette façon d'envisager la théorie des formes est correcte, dans ce cas, l'idée que moi je reprends pour mon projet, c'est que si les genres sont une modification de la théorie des formes, alors cette modification doit avoir pour origine et doit être visible dans un changement dans la manière dont Platon comprend la question TST et ce qu'il faut faire pour y répondre. Et il semble qu'il y a plusieurs éléments qui encouragent à aller dans ce sens, puisqu'on sait que précisément, comme je l'ai dit plus tôt, les genres jouent un rôle important dans la méthode de la vie-division. Et donc, cette méthode qu'on ne trouve pas exclusivement, même dans les dialogues dits tardifs, mais quand même de manière prépondérante. Et donc, ça confirme qu'il y aurait bien un lien entre les genres et la dialectique, ou en tout cas la recherche de la réponse à la question TST. Alors, quelques autres remarques méthodologiques. Donc, ça, c'était le premier point, le point principal. Également, comme je viens de le dire, même si mon but est plus large et n'est pas de me restreindre à ces dialogues-là, de fait, je vais m'intéresser principalement à des dialogues dits tardifs. Alors, il y en a un autre qui va jouer un rôle, mais ça, je viendrai plus tard. Donc, sophiste, philée, politique, dans lequel on retrouve effectivement beaucoup de genres, etc. Et également, il y a aussi l'idée que je ne vais pas chercher à étudier systématiquement toutes les occurrences du terme, mais je pars de l'idée qu'il y a certains exemples de ces genres qui sont, entre guillemets, des exemples paradigmatiques, et que comprendre ces exemples-là, ça permet ensuite de comprendre les autres. Donc, je vais m'intéresser à ces cas particuliers. Les grands genres du sans-fist en sont un exemple, mais ce n'est pas le seul, plutôt que de chercher à traiter systématiquement l'ensemble des occurrences. Et enfin, un dernier principe d'interprétation. Il me semble qu'une interprétation réussie, ou en tout cas convaincante des genres chez Platon, doit arriver à expliquer pourquoi précisément Platon n'explique rien. C'est-à-dire pourquoi Platon ne dit pas clairement ce qu'il entend par genre, et pourquoi ça n'a pas l'air de lui faire dire qu'il doit expliquer quelque chose ici. Voilà, donc c'est un petit peu du point de vue méthodologique ce qu'il fallait retenir. Alors évidemment, je suis, comme l'a dit Arnaud Pelletier, je suis au tout début de ce projet, donc je n'ai pas de réponse à vous démontrer en réponse à ces questions, mais j'ai quand même une hypothèse, en tout cas, qui guide ma recherche jusqu'à présent, alors qui sera sans doute modifiée, mais on peut peut-être en parler. Voilà. Donc, l'hypothèse qui, pour l'instant, sur laquelle je travaille et que je teste, est que la distinction entre genre et forme chez Platon est d'abord, et peut-être principalement,
motivé par la recherche des constituants de l'objet que l'on cherche à définir. Alors l'objet qu'on cherche à définir, c'est le définiendum, et ces constituants du définiendum étant ce qu'on appelle les genres. Donc pour reformuler, c'est l'idée que l'origine de la distinction entre genre et forme chez Platon serait à chercher dans l'intérêt qu'il développerait pour la recherche des constituants de l'objet à définir, et ceci donc dans le but d'aider à répondre à la question TST. Alors on va peut-être prendre un exemple pour expliquer un peu ce que ça peut vouloir dire. En fait, décomposer quelque chose en ses constituants, c'est une manière familière que nous avons de mieux comprendre quelque chose. Et dans un sens très large, on dit effectivement qu'on analyse, qu'il s'agisse d'un objet ou bien de quelque chose de moins concret comme un problème. Et donc ça consiste, quand on fait ça, ça consiste à chercher à identifier les éléments ou les constituants de la chose ou du problème. Alors on le fait dans la vie courante, mais on le fait bien sûr évidemment beaucoup dans les sciences. Et il y a un peu effectivement cette image d'Épinal de qu'est-ce que le scientifique. Le scientifique, c'est quelqu'un qui regarde derrière son microscope à travers des lamelles et qui cherche les constituants de la réalité. Et ben c'est peut-être une image d'Épinal, mais quelque part c'est un peu ça. C'est l'idée que l'un des moyens privilégiés que nous avons de connaître le monde et de le décomposer en ses constituants. Donc, l'idée, c'est que l'introduction des genres chez Platon correspondrait à une démarche d'analyse similaire qui ne serait pas une fin en soi, mais un processus visant à trouver, une étape d'un processus visant à trouver la réponse à la question TST. D'où effectivement le titre de mon projet. Si on revient au début, vous êtes peut-être posé la question. Voilà, analyser la réalité. Donc, analyser ici fait référence à cette fonction que rempliraient les genres chez Platon et qui consisterait à identifier les constituants du définiendum. Alors attention, le définiendum, ici, c'est vraiment pas un terme. Donc la chose visée, c'est pas un terme, mais c'est ce qui est visé ou désigné par ce terme. Donc on parle bien des constituants comme éléments physiques ou métaphysiques de la chose recherchée. Donc ça m'amène à mon dernier point, c'est la dernière chose que je voudrais évoquer pour vous présenter ce projet. Donc c'est la notion même de constituant, de quoi on parle ici. Et c'est peut-être aussi le point le plus problématique. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas sûre de cette terminologie, de cette notion de constituant, donc c'est vraiment work in progress ici. Et c'est possible que si je reviens vous présenter un update de ce projet, j'ai changé ce terme. Alors pour l'instant, ce que j'en pense, c'est d'abord que ce terme constituant, il est à distinguer de celui de partie. Alors on va prendre un exemple très simple, qui est sûrement trop simple, mais qui aide bien à comprendre. Si vous prenez un gâteau et que vous le divisez en un certain nombre de parts, vous avez des parties. Mais en revanche, si vous parlez des ingrédients du gâteau, eh bien, vous avez cette fois des constituants. Alors, outre un statut métaphysique différent par rapport à l'objet divisé et aussi une structure d'organisation différente, l'important, c'est que cette distinction entre partie et constituant, elle reflète deux points de vue différents. Donc, dans le cas de la partie, on s'intéresse à la chose telle qu'elle est déjà constituée, mais en tant qu'elle est divisible, et on examine ses parties. Et dans le cas du constituant, on s'intéresse à l'objet avant qu'il soit constitué, et rien ne dit qu'il soit divisible une fois qu'il est constitué. Donc, c'est vraiment deux points de vue différents. Et ce qui m'intéresse, c'est cette idée que, enfin, quand je parle des genres, ce serait dans le deuxième point de vue, que dans le but de répondre à la question TST, Platon s'intéresserait à l'identification de ces constituants, donc avant que l'objet, à partir de quoi cette chose est, voilà, comme une étape, encore une fois, aidant à la recherche de la définition de l'objet posé. Alors, il y a d'autres différences entre partie et constituant. Une, par exemple, c'est encore une fois sur celle de la séparation.
Dans certains cas, on peut dire que les parties sont séparables du tout, ce qui n'est pas le cas pour les constituants. Et ça va jouer un rôle important par la suite. Si on se dit par exemple que l'objet éventuel de cette recherche, de recherche de définition, c'est une forme. Et dans ce cas, l'idée que le constituant, à la différence de la partie, n'est pas séparé du tout qu'il constitue, jouerait un rôle important pour éviter de tomber dans des problèmes concernant l'unité de la forme. Alors peut-être que vous vous êtes demandé, mais finalement, ce que j'appelle constituant ici, est-ce que c'est pas finalement ce qu'on appelle simplement un stoikaion en grec, un élément? Et bon, les stoikaion en grec, c'est par exemple les 4 éléments air, terre, feu, eau, dont le mélange produit les corps physiques. Alors il me semble que oui, c'est utile de penser comme ça, et on pourrait dire qu'il y a un sens dans lequel les genres, si ce que j'ai avancé jusque-là est sur la bonne voie, sont comme des éléments, mais il faudrait ajouter une précision, ce seront comme des éléments, mais qui sont ultimes ou basiques. Et ultime ou basique, c'est-à-dire qui constitue le dernier niveau de l'analyse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Or, ce n'est pas toujours le cas chez Platon, c'est-à-dire qu'il y a des exemples d'éléments, et notamment les 4 éléments, qui ne sont pas ultimes ou basiques parce que l'analyse peut continuer. Donc, dans ce cas, ce serait un élément, mais un élément qui est ce caractère basique ou ultime. Mais du coup, si on rajoute ça, on se retrouve au croisement d'un autre terme. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit... Hop. Voilà. Ah non. Ici. Voilà. On se retrouve avec un autre terme qui est le terme arché, donc principe. Donc, on a dit que si c'était des éléments, ce serait plutôt des éléments ultimes. Et donc, en ce sens, les genres seraient des principes puisqu'ils seraient au fondement de l'analyse, alors non pas dans l'ordre de l'enquête, mais dans l'ordre de la connaissance, par exemple. Mais ce ne sont pas n'importe quel principe, puisque comme on a déjà dit que ce sont des éléments, c'est-à-dire que ce seraient des principes internes, puisque les éléments, ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Donc, on pourrait dire là que les genres sont des principes internes ou des éléments ultimes. Donc, j'ai essayé de représenter la relation entre ces choses sur ce schéma. En fait, ce que je cherche, enfin, ce que j'ai là pour l'instant, ce que je cherche, ça semble se situer au croisement de ça. Ce serait de dire que les genres qui m'intéressent, il y a une question pour savoir si c'est ça la totalité de ce que constituent les genres chez Platon ou si ça c'est seulement une partie. C'est au croisement de ces 3 termes. Et donc il y a effectivement des principes qui ne sont pas des éléments, il y a des principes qui ne sont pas des genres, etc. Mais il y aurait quelque chose qui est à la fois un principe et un élément, et ça ce serait les genres qui nous concerneraient. Donc j'ai essayé pour l'instant de les distinguer avec leur mélange. Et effectivement, donc, pour la question du genre général, c'est la question de savoir si est-ce qu'il y a des genres qui sont seulement des genres et pas aussi ce que je viens de te dire, ou est-ce qu'en fait ça épouse la totalité. Voilà, il est 44, donc je pense que c'est un bon timing pour s'arrêter. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis déjà de vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Pauline, pour votre présentation. Je vais reprendre l'ordinateur. Oui, allez-y. Pour juste savoir si...